La boucle n'est pas bouclée pour les Français. En Côte d'Ivoire, en août 2024, le 6 août précisément, les anciens Nigériens Des anciens Nigériens, vous dites? Oui, des anciens Nigériens. Vous avez suivi la déchéance de leur nationalité. Je reviendrai là-dessus sur certains experts qui polémiquent sur cette déchéance de nationalité. Donc, ont été convoqués à une réunion à Abidjan. 8 représentants des déserteurs nigériens, des fuyards nigériens, étaient arrivés à Abidjan le 6 août. La rencontre qui devait avoir lieu le 8 du mois d'août était une rencontre de haut niveau. Elle s'est tenue à Jacquesville, c'est toujours non loin d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour les autres de moindre importance, ils ont participé à la rencontre du 7. Mais la rencontre du 8, un ex-général avait participé pour représenter le Niger, bien sûr en présence de la France et d'une autre puissance. Et au cours de cette rencontre, il a été décidé de former, avant la fin de l'année 2024, des troupes qui vont être utilisées pour déstabiliser les pays de la Confédération. Cette formation aura lieu du 2 octobre au 15 novembre au 43e BIMA, le fameux camp que les Français auraient remis généreusement, sans tambour ni trompette, aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, oui. La formation s'est tenue dans ce camp et effectivement, une centaine d'agents subversifs ont été formés dans ce camp, mais pour camoufler le recrutement de cette centaine d'agents subversifs, ils ont été associés à des forces spéciales ivoiriennes. Ils ont été associés à la garde républicaine ivoirienne. Ils ont été associés à la sécurité du président de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont été associés au bataillon du commandement et de soutien ivoirien. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Bonjour à tout le monde, meilleurs vœux 2025. C'est avec beaucoup de sincérité que nous vous présentons nos vœux sur la chaîne Révolution 2.0. La sincérité et la franchise, voire même l'honnêteté, c'est ce qui manque dans le fond des vœux adressés à la Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara. Alors évidemment, ici, nous allons nous pencher sur ces vœux-là. Alassane Ouattara adresse-t-il ces vœux au peuple ivoirien ou alors est-ce que ces vœux-là sont plutôt adressés à la communauté des intérêts estampillés, la communauté internationale? Lorsqu'on lit quelques passages des vœux d'Alassane Dramane Ouattara, on a un peu le sentiment finalement qu'il ne s'adresse pas aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, mais surtout à sa communauté des intérêts. Je m'en vais vous lire quelques passages de l'adresse à la nation du président ivoirien. Alors, il commence de cette façon. Chers amis de la Côte d'Ivoire, alors peut-on parler de son peuple lorsqu'on parle des amis de la Côte d'Ivoire? Déjà, cette expression en elle-même contient tous les germes du paradoxe
d'Alassane Dramane Ouattara qui, disons-le tout net, n'est pas amnésique. Il est bien conscient de ce que finalement, s'il est président de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'heure où nous parlons, et même si finalement on lui prête eh bien, des intentions de vouloir se présenter à un 4e mandat contre la constitution ivoirienne, promettant ainsi ce qui reste, on va dire, du peu de crédibilité que certains accordent encore à la CEDEAO et même à la France dans ce pays-là. Toujours est-il qu'Alassane Ouattara poursuit en disant « C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous. » Il parle notamment de ses amis. À l'orée de la nouvelle année, eh bien, l'année 2024, dit-il, nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays. On va juste s'arrêter à ce niveau-là. Alassane Dramane Ouattara parle d'avoir su maintenir la dynamique de développement de la Côte d'Ivoire. Alors, de quelle dynamique s'agit-il? Est-ce que pour Alassane Ouattara, la dynamique de développement consiste eh bien, à ce que, on va dire finalement, les entreprises étrangères implantées en Côte d'Ivoire fassent énormément de bénéfices et que les indices macroéconomiques soient au beau fixe, et cela pour le bonheur des multinationales étrangères? Ou alors est-ce que la dynamique de développement concerne la création d'entreprises pour juguler la problématique eh bien, du chômage dans ce pays? Il est clair que depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir, au terme d'une guerre fratricide dont finalement la France et sa communauté des intérêts auront été, on va dire, partie prenante avec un soutien accru à la rébellion ivoirienne, eh bien depuis 2011, finalement, le bilan en ce qui concerne la création d'emplois, la création d'entreprises, la transformation des matières premières sur le territoire ivoirien est quasi nulle. Est-ce que finalement la dynamique eh bien, dont parle la dynamique de développement dont parle Alassane Ouattara est une dynamique que l'on pourrait finalement résumer eh bien, au bitumage de certaines routes, au surendettement de la Côte d'Ivoire pour la construction d'autoroutes, de ponts, d'échangeurs qui finalement sont des dettes supplémentaires pour les générations à venir. Bref, on a du mal à savoir concrètement de quelle dynamique de développement Alassane Dramane Ouattara parle. Alors que juste à côté, pour des pays qui finalement sont en guerre depuis plusieurs années, c'est le cas eh bien, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, de ce côté-là, on peut bien évidemment se permettre de parler de dynamique de développement. On sait que, eh bien, nonobstant tous les moyens qui sont injectés dans l'armée pour la sécurité, la guerre contre, je mets cela entre guillemets, le terrorisme, mais qui en réalité est une guerre hybride, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré a inauguré une usine de transformation de tomates. Et puis ce pays est aussi en chantier, cela, pour la création d'un certain nombre d'usines en vue justement eh bien, d'accéder finalement à la transformation d'un certain nombre de matières premières. C'est le cas aussi du Mali qui a mis sur pied et a inauguré, on va dire, une usine, et cela pour eh bien, la transformation du lithium. Ce sont là des éléments assez objectifs que l'on peut placer dans la balance pour parler justement de dynamique de développement. Si le développement eh bien, est impulsé comme dynamique pour le bonheur des populations, eh bien, cela doit prendre en compte
outre bien évidemment les rues, les ponts, etc., la création de l'emploi et dans des pays qui disposent justement de matières premières, eh bien, les conditions pour la transformation de ces matières premières, pour la formation eh bien, des personnes devant travailler dans ce secteur, d'autant qu'on le sait bien, eh bien, la fonction publique à elle seule ne peut pas absorber eh bien, toute cette frange de la population qui est constamment formée au fil des ans. Nous poursuivons avec le discours d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, il continue à parler de la consolidation de la paix, de la sécurité au renforcement de la cohésion sociale. Laquelle des cohésions sociales parle Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que là encore, c'est une cohésion sociale plutôt virtuelle, telle que celle qui s'écharpe sur les réseaux sociaux, avec justement eh bien, toute une armée, entre guillemets, qui est au service justement du pouvoir ouattariste, et cela pour créer sans cesse des buzz et donner le sentiment que la Côte d'Ivoire est un pays normal? Ou alors est-ce que finalement la cohésion sociale a été mise à mal par les destructions massives, les déguerpissements de nombreuses familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain à la rue, avec des enfants ne pouvant plus aller à l'école du fait de l'appauvrissement de leurs parents, voire de leurs tuteurs, ou même de l'éloignement de leur établissement. Bref, des établissements également qui ont été pour certains détruits. On sait bien quels sont les dégâts à la fois économiques, physiques, psychologiques et sociaux que ces déguerpissements ont causé à la Côte d'Ivoire. Et puis à cela aussi, il faut ajouter finalement la gabegie outrancière, les détournements de deniers publics. Bref, l'impossibilité pour un certain nombre d'acteurs de pouvoir dire clairement ce qu'ils pensent sur la gestion de l'affaire publique au risque de se retrouver face eh bien, à la justice ivoirienne. Bref, la cohésion sociale est-elle une réalité dans un pays qui porte encore les stigmates justement eh bien, de violence à la fois post-guerre depuis le 19 septembre 2002 et finalement d'une population qui, là encore, toutes les fois qu'il y a eu des rendez-vous en ce qui concerne les élections en Côte d'Ivoire, a dû serrer le cœur parce que les plus chanceux étant ceux qui finalement eh bien, ont dû voir un bien détruit, si ce n'est un parent tué, tandis que les moins chanceux sont ceux qui, pour le restant de leur vie, doivent retenir comment dire, cette ambiance de désolation, entre guillemets, de chaos qui prévaut toutes les fois qu'il y a des élections dans ce pays-là. Alors, Alassane Ouattara, qui marche naturellement sur les plates-bandes de Félix Houphouët-Boigny, selon ses propres termes, parle justement de la paix qui constitue pour nous, alors évidemment il parle de lui, une valeur cardinale que nous devons privilégier, sinon préserver, en toutes circonstances par le dialogue. Alassane Ouattara parle de paix qu'il faut pouvoir préserver en toutes circonstances par le dialogue. Eh bien, souvenons-nous que c'est justement par ce même dialogue que Alassane Dramane Ouattara a pu devenir un candidat, puis eh bien, que cela a finalement facilité, on va dire, la bousculade du système en place en Côte d'Ivoire afin qu'au terme d'une guerre, Alassane Ouattara devienne président de la République. Le dialogue a prévalu. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que eh bien, Laurent Gbagbo a usé de tous les leviers de dialogue à sa disposition à l'époque, et cela pour faire en sorte justement que la Côte d'Ivoire ne se scinde pas en deux,
il a fait, malgré les critiques, les rebelles à l'époque sont entrés dans le gouvernement. Bref, le dialogue a été au rendez-vous durant toute cette période sombre de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il pour Alassane Dramane Ouattara qui, d'ailleurs, en termes de dialogue, refuse d'entendre raison en ce qui concerne celui, je mets cela encore entre guillemets, qui a été la gâchette de sa rébellion, à savoir Guillaume Kibafori Soro, qui par manque de dialogue végète dans la main courante. Tantôt on nous annonce qu'il est au Niger, tantôt au Burkina Faso. Bref, une chose est sûre, il aura quitté la Turquie. Point de Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Les deux binômes qui ont mutualisé leurs efforts avec d'autres, et cela pour maintenir la Côte d'Ivoire dans le juron du précaré français, pour utiliser la formule consacrée. Ce Guillaume Soro-là ne visiblement bénéficie pas du dialogue d'Alassane Dramane Ouattara. Et parlant toujours de dialogue, que dire de Laurent Gbagbo lui-même? Les motifs pour lesquels il est exclu justement à la fois de la liste électorale et pour lesquels il ne peut se présenter à cette élection présidentielle d'octobre 2025 sont aussi fallacieux qu'on a du mal à croire qu'Alassane Ouattara soit véritablement un adepte du dialogue. Une chose est sûre, c'est que les sponsors d'Alassane Dramane Ouattara ne veulent absolument pas d'un certain Laurent Gbagbo au pouvoir en Côte d'Ivoire, d'autant que Gbagbo lui-même, après tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vécu, après tous les stratagèmes qui ont concouru justement à l'éliminer au pire, voire à l'écarter au mieux, afin justement que la France et sa communauté des intérêts ne perdent pas pied en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, qui d'ailleurs a dit ouvertement la sympathie qu'il a pour les pays de l'AES, serait justement, le caillou qui viendrait gripper la machine France-africaine s'il d'aventure il revenait au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, à défaut justement d'accepter le retour d'un certain Laurent Gbagbo et de prendre ainsi le risque pour la France, en tous les cas, de perdre la Côte d'Ivoire, la France accepterait plutôt des candidats qui, au-delà du discours policier, de l'attitude d'opposants politiquement corrects, ne ferait absolument rien, ni dans le fond, encore moins dans la forme, de façon violente, et cela qui pourrait justement conduire à mettre les intérêts de la France à mal dans une région où déjà la France est un navire qui vague au gré des vents. Alors, on préfère encore, applaudir des deux mains et même mettre à la disposition de certains candidats toute la machine médiatico-politique pour faire croire aux Ivoiriens qu'il s'agit d'opposants dans le sens des intérêts du peuple ivoirien. C'est le cas finalement de Tidiane Thiam. Après 20 années passées hors de la Côte d'Ivoire, il est arrivé aujourd'hui. Tidiane Thiam, qui d'ailleurs, on le sait tous, est un proche parmi les proches de l'oligarchie française, est présenté comme un opposant politique, opposant plutôt virulent face à Alassane Dramane Ouattara. Et puis, dans le camp même de Tidiane Thiam, il y a une autre pièce qui finalement joue aussi son va-tout, comme qui dirait, autant avoir deux pièces qu'une seule. Alors, Jean-Louis Billon, là aussi, est présenté comme, entre guillemets, la personne qui s'oppose à la légitimité de Tidiane Thiam. Il est reçu à grande pompe sur un certain nombre de médias français, voilà, qui de Jean-Louis Billon ou de Tidiane Thiam pourra conduire le navire PDCI RDA
au sommet de l'État ivoirien sans que ces deux personnalités politiques-là ne puissent réellement, dans le fond, bousculer les intérêts de la France. Telle est l'équation. Mais ça marche, d'autant qu'il y a quand même pas mal d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui dorment et croient, eh bien, mordicus, que Tidiane Thiam et Jean-Louis Billon peuvent opérer une véritable révolution systémique à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Je reste, pour ma part, hautement sceptique sur la question. Et puis, il y a quelques autres, on va dire, acteurs politiques qui ne font absolument pas peur à la France. Ça n'est pas comme certains qu'on pourrait trouver au sein de l'AES. Alors, tantôt, on parle de Pascal Affi-N'Guessan, qui, lui, est à la tête d'un parti politique eh bien, qui vit, ne serait-ce que par le nom historique qu'il porte. Il y a aussi, comment dire, Charles Blé Goudé, qui, visiblement, est quasiment à tous les spectacles, tous les concerts, qui danse, qui chantonne avec les artistes, qui, de temps en temps, est présent sur un certain nombre de médias français et certains médias, eh bien, sur la Côte d'Ivoire même, dont les propriétaires sont bien connus, car les propriétaires sont quand même du cercle, eh bien, du pouvoir au sein duquel se trouve Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Pour vous dire, on ne va pas ici égrener tous ces noms, mais pour vous dire que finalement, le véritable leader politique en Côte d'Ivoire, celui-là même qui est en même d'impulser une véritable dynamique révolutionnaire, n'est autre que Laurent Gbagbo. Il est clair que ni Alassane Dramane Ouattara, encore moins ses parrains, ne pourraient accepter que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir en Côte d'Ivoire pour les raisons que j'ai évoquées tantôt. Alors, nous poursuivons toujours avec ce discours sous forme de vœu à la nation, entre guillemets, prononcé par Alassane Dramane Ouattara. Alors, il dit ceci, c'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso, alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins. Je vous épargne les détails. Est-ce que finalement, cette situation de deux gendarmes doit figurer à l'affiche des discours à la nation, discours finalement sous forme de bilan de la gestion de l'affaire publique, d'autant que nous sommes quand même à quelques mois seulement des échéances électorales. On aurait bien voulu entendre des choses beaucoup plus concrètes que l'arrestation puis la libération de deux gendarmes, même si cela peut réjouir les familles eh bien, des gendarmes en question. Et puis, il y a surtout cette information-là qui a fait jaser plus d'une personne. Alors là, c'est vraiment la plus grosse supercherie, le plus gros mensonge. Il n'y a pas plus gros mensonge. Un peu comme si on vous disait qu'avec du beurre de karité, vous pouvez avaler une bouteille entière et que vous n'aurez aucun problème. C'est extraordinaire. Mentir à ce stade, c'est monumental. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Exactement que dit Alassane Dramane Ouattara. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Encore une fois, on est assez dubitatif. Est-ce que cette phrase a été glissée dans ce texte par les parrains d'Alassane Dramane Ouattara dans un contexte
où justement l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron lui-même avait déjà pris l'opinion internationale à témoin en ce qui concerne la nouvelle stratégie militaire de la France dans un certain nombre de régions en Afrique, notamment dites francophones, et que on avait parlé, de garder quelques poches d'unité. Est-ce que le fait d'évoquer le 43e BIMA pour Alassane Ouattara et ses parrains, c'est une façon de dire, voilà, vous voyez bien que la révolution n'est pas seulement l'affaire des États de l'AES, encore moins du Tchad, mais je suis moi aussi Alassane Ouattara, un panafricaniste, un révolutionnaire, et de ce fait, j'ai obtenu la rétrocession de la base du 43e BIMA de l'armée française, qui désormais revient à la Côte d'Ivoire. Bref, qu'en sera-t-il exactement? Alassane Dramane Ouattara peut-il passer 24 heures au pouvoir sans l'apport de l'armée française et de ses supplétifs en Côte d'Ivoire? Sommes-nous réellement certains que le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara peut résister si la France se retire réellement de la Côte d'Ivoire? Ou alors, là encore, sommes-nous dans un processus communicationnel qui vise à endormir les Ivoiriens en vue justement de préparer le terrain pour un éventuel 4e mandat? Car sachez-le, jusqu'à l'heure où nous parlons, Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas encore présenté sur sa candidature pour un éventuel 4e mandat. Faut-il le rappeler, il exerce en ce moment même un 3e mandat anticonstitutionnel soutenu par la France, Emmanuel Macron en tête, Jean-Yves Le Drian, son ancien ministre des Affaires étrangères, défendait d'ailleurs la thèse selon laquelle Alassane Ouattara devait être candidat simplement pour avoir perdu son dauphin désigné en la personne de feu Amadou Gon Coulibaly, et ce dernier justement étant décédé, Alassane Ouattara, pour une question de sécurité et de stabilité de la Côte d'Ivoire, mais de la région de façon générale, s'est senti obligé de se présenter pour ce 3e mandat-là. Est-ce que en ce moment où nous parlons, Alassane Ouattara, la France et ses parrains sont en train de chercher, les mots, l'excuse qui permettrait de justifier un 4e mandat d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, et surtout, quelle sera la position de la CEDEAO? À noter simplement que Alassane Ouattara et quelques chefs d'État membres de la CEDEAO ont été justement vent debout contre les États de l'AES pour exiger le respect de la démocratie. C'est assez paradoxal de voir que quelqu'un qui lui-même est loin d'être un démocrate exige la démocratie de la part de ses voisins, même si, sans le respect de cette démocratie-là, il était prêt à en découdre avec les États de l'AES. Alors, qu'en sera-t-il? Quelle sera la position de la CEDEAO elle-même, qui est déjà fortement fragilisée dans cette région ouest-africaine, pour le cas où Alassane Dramane Ouattara briguerait un 4e mandat? Est-ce que cela sonnerait définitivement la mort de la CEDEAO et même finalement la fin totale de ce qui reste d'un point de vue
on va dire, historique entre la France et ses États dits francophones? Quelle serait finalement la crédibilité de cette organisation et par ricochet de toutes les autres organisations qui, à longueur de journée, parlent justement de respect de la démocratie? Est-ce que la CEDEAO constituerait des bataillons militaires pour aller faire la guerre en Côte d'Ivoire afin de faire respecter la démocratie? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara finalement ferait l'objet, lui et son pouvoir, de sanctions à la fois de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine, de l'Union européenne, bref, de tous les États du monde? Est-ce que au final, et ce sera la dernière question d'ailleurs, Alassane Dramane Ouattara n'est pas l'homme par qui, sonnera définitivement le malheur et la mort de la CEDEAO? Et au final, est-ce que la France ne devrait pas prendre le devant des choses avant qu'il ne soit trop tard? Salut.